Hello. Oh, oh, oh. On va couper. Aujourd'hui, nous allons parler de l'excellente saison 2 de The Mandalorian. The Mandalorian en français. Mon dieu. Après une saison 1 plutôt bonne selon moi, un excellent cadeau de Noël pour les fans du Star Wars Universe, a tout simplement confirmé son potentiel au bout de 8 épisodes particulièrement intéressants. Même si je ne m'estime pas comme un fan du Star Wars Universe, il n'empêche que c'est à partir de The Mandalorian que j'ai réussi à être plus ou moins happé par cette galaxie lointaine. Très lointaine. À la base, je voulais ramener une peluche de bébé Yoda, mais d'une, je suis pauvre malheureusement, et de deux, les rares peluches que j'ai pu voir de Grogu sont peu ressemblantes par rapport au vrai bébé Yoda de la série. Du coup, bon, je ferai un montage. Ce qu'il faut savoir avec cette saison 2, c'est que le showrunner est particulièrement connu dans l'industrie de Disney. Son nom est Jon Favreau. Il me semble qu'il a commencé sous la houlette de Disney en initiant le Marvel Cinematic Universe à travers la réalisation de Iron Man 1 and 2 et en étant par la suite producteur exécutif des Avengers premier du nom, l'ère d'Ultron, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Le mec, c'est une ponte principale de Disney, si ce n'est la ponte. La plupart d'entre vous le connaissent probablement sous le pseudonyme de Happy Hogan, le chauffeur attitré de Tony Stark, qui par la suite va devenir le chauffeur attitré d'un certain Peter Parker. Avant de commencer, il faut savoir que les événements de The Mandalorian se passent, si je ne dis pas de bêtises, 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force, soit l'épisode 7 de Star Wars. Qui plus est, l'action se situe en dehors des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Mando, qui est un chasseur de primes, fait en sorte de perdurer son business qui est particulièrement mis à mal depuis que l'Empire n'est plus. Déjà dans le premier épisode, nous nous rendons compte très rapidement que le chasseur est passé à un autre statut qui est celui de protecteur. Alors qu'il se rend à Tatooine, parce qu'il a eu une information comme quoi un Mandalorien serait présent dans cette zone-là, Mando fait la connaissance d'un marshal répondant au nom de Cobb Vanth et qui s'avère ne pas être un Mandalorien de base. C'est simplement qu'il a un beau jour trouvé l'armure alors que son village était en train d'être attaqué. Il se l'a accaparé, tout simplement. Du coup, forcément, Mando, par rapport à son code, veut récupérer l'armure. Un pacte s'établit entre les deux hommes. Cobb Vanth lui dit « Si tu nous aides à terrasser le Dragon Crate qui sévit dans la région, je te redonne l'armure. » C'est à partir de cette alliance-là, avec Cobb Vanth, avec les villageois, avec les Tuskens également, les nomades du désert, que l'on réalise à nouveau combien Disney possède les moyens de nous époustoufler. La séquence où on passe d'un format 16/9 à un format qui prend tout l'écran, phénoménal. La saison 1 avait eu un budget de 100 millions de dollars. Comparé à Game of Thrones saison 8, c'était 80 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire à quel point Disney est un mastodonte qui peut se permettre de dépenser des centaines de millions de dollars afin de faire en sorte qu'elle égale la réalisation d'un blockbuster AAA au cinéma. C'est à la fin de cet épisode, après que Mando ait brillamment terrassé le Dragon Crate, que l'on apprend la venue d'un certain Boba Fett. L'épisode 2, la ponte des étoiles, est l'un de mes épisodes favoris, même si en somme il ne s'y passe pas grand chose, mais le fait que l'on s'adonne à une atmosphère à la fois enfantine, humoristique et terrifiante, avec l'apparition de cet arthropode des neiges. Tout cela fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les pérégrinations de Mando, bébé Yoda qui raffole des œufs de la voyageuse Gecko, et cet arthropode des neiges suit de sa mêlée de petits bébés à 8 pattes. Il faut savoir que cet épisode est réalisé par Peyton Reed, à qui l'on doit également le final, l'excellentissime final de la série. Il prouve qu'il peut tout à fait réaliser un épisode divertissant, mais aussi un épisode particulièrement ambitieux et marquant dans la suite, non seulement de The Mandalorian, mais du Star Wars Universe de manière générale. C'est particulièrement dans cet épisode que je me suis un
tout petit peu plus amouraché de la tendre relation paternelle entre Din Djarin et Baby Yoda. On les voit partager plusieurs moments de tendre complicité. C'est beau, c'est magique. Le troisième épisode nous introduit au clan Kryze, mené par une certaine Bo-Katan, soit une Mandalorienne qui, accompagnée de ses pairs, a l'ambition de reconquérir Mandalore, la planète qui, il y a des années, a été terrassée par une attaque de l'Empire, si je ne dis pas de bêtises. Elle et Mando sont mandaloriens, mais diffèrent dans la mesure où Din fait partie d'une secte, selon les mots de Bo-Katan, qui intime, entre autres, de devoir garder son casque en toutes circonstances, ce qui n'est pas le cas de Bo-Katan et Koska. Après m'être renseigné sur la guerre des clones, j'ai cru comprendre que Bo-Katan était la jeune sœur de la duchesse Satine, qui a priori a été assassinée par un certain Darth Maul. Il s'avère qu'il a survécu à son affrontement contre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Par la suite, il va avoir un rôle particulièrement important dans la guerre des clones. Très vite, la guerre des clones se centre sur une guerre de sécession qui va opposer la République galactique à la Confédération des systèmes indépendants. Au vu des événements qui se passent dans The Mandalorian, il me semble particulièrement important de voir tous les événements qui ont lieu dans la guerre des clones afin de cerner l'importance de certains personnages clés. Bo-Katan apprend également à Mando qu'elle est à la poursuite d'un certain Moff Gideon après qu'il lui ait subtilisé le sabre noir, ce fameux sabre que l'on voit apparaître à la fin de la première saison. Il s'avère que si Bo-Katan veut reconquérir Mandalore, la possession de ce sabre noir est primordial. C'est également à travers cet épisode que nous est introduit Ahsoka Tano, la sorcière, qui serait sur une certaine planète forestière répondant au nom de Corvus. Le quatrième épisode, qui signe un retour à Nevarro, est assez important d'un point de vue scénaristique. Il nous dévoile l'existence d'un laboratoire de clones créé à partir du sang de Grogu lorsqu'il était encore sous la possession de l'ex-Empire. Il faut savoir que Grogu a des midi-chloriens particulièrement élevé, qui fait que, en termes de potentiel, selon les dires de Moff Gideon, la dictature qui était celle de l'Empire pourrait être établie. J'ai beaucoup aimé l'action, le déversement de moyens visuels, la mise en scène grandiloquente. Lorsqu'on assiste à la course-poursuite entre d'un côté les TIE Fighters et Speeder Bikes de l'ex-Empire et le maraudeur Trexler détourné par Cara Dune. Ne parlons pas du Deus Ex Machina du Razor Crest de Mando à la fin qui était... Wow. C'est à la fin de cet épisode que l'on revoit Moff Gideon et qui nous apprend l'existence des Dark Troopers, la version 3.0 des Stormtroopers. Au tout départ, il y avait les Clone Troopers, il y a eu ensuite les Stormtroopers qui sont toujours des clones mais beaucoup plus formatés au niveau de l'esprit, beaucoup plus manipulables. Et donc les Dark Troopers qui sont des machines automatiques parfaites dans la mesure où le facteur humain est enfin rayé de l'équation. Le cinquième épisode a fait couler énormément d'encre dans la mesure où il nous introduit à l'actrice qui va incarner Ahsoka Tano, cette Jedi qui ne se considère plus comme telle suite aux événements de Clone Wars. Il s'agit de Rosaria Dawn, une actrice que j'ai toujours trouvée excellente, à certains bas goûts en termes de voix, en termes de mimique. Il y a un impact qui fait que Ahsoka Tano est entre deux bonnes mains. À travers elle et la télépathie qu'elle entame avec Yoda, nous apprenons donc son nom, Grogu, et son passé. Un passé particulièrement traumatisant dans la mesure où il a fait partie des jeunes Jedi qui auraient dû être tués lors de l'ordre 66, commandité par Palpatine, Darth Sidious. Pour une raison qu'on ignore encore, il a réussi à y échapper, au prix d'une souffrance tellement inouïe qu'une sorte d'amnésie l'a frappé, et pour l'heure on ne sait pas exactement comment il a pu survivre à ce génocide quasi-génocide de l'ensemble des Jedi. Parce qu'elle estime ne plus être une Jedi, et parce qu'elle redoute également la peur extrêmement importante enfouie en Grogu, Ahsoka Tano refuse de l'entraîner, mais préconise à Mando de l'amener sur les ruines d'un ancien temple Jedi situé sur Titan, afin qu'un autre Jedi qui se revendique comme tel
puisse le prendre sous sa coupe. Un autre élément important de cet épisode est l'affrontement entre Ahsoka Tano et la magistrate, Morgan Elsbeth, qui s'avère être l'apprentie du grand amiral Thrawn. Là encore, il s'agit d'un personnage qui a été introduit lors de la guerre des clones. C'est un antagoniste redoutable, notamment en matière d'intelligence tactique. Il a causé de nombreux soucis à Ahsoka Tano et ses alliés. Il avait été déclaré mort lors de la bataille de Lothal, mais finalement, il a survécu. On apprend également que Ahsoka Tano cherche à retrouver un jeune homme hypersensible à la force. Ezra Bridger, c'est l'un des protagonistes principaux de la guerre des clones, et il ne fait nul doute qu'il aura le droit à une interprétation live dans la future série Ahsoka. Le 6e épisode, le berceau des rêves, est un crève-le-cœur par de multiples occasions. On perd le Razor Crest qui se fait exploser par un tir du croiseur impérial de Moff Gideon, et évidemment parce que bébé Yoda se fait capturer par ces maudits Dark Troopers sous l'œil impuissant de Mando. Il n'en reste pas moins jouissif du point de vue de l'action, vu que Boba Fett fait son grand retour et se voit assisté de Fennec Shand, cette chasseuse d'élite que l'on pensait morte lors de la saison 1, mais qui a finalement été sauvée par Boba Fett sur Tatooine et à qui elle doit une dette éternelle. J'aime beaucoup l'alchimie entre Boba Fett et Fennec Shand, un Boba particulièrement brutal et une Fennec hyper agile, hyper létale. Il ne fait nul doute que l'alliance des deux sera par la suite décisif dans la quête de retrouver bébé Yoda. À ce moment, on ne le sait pas encore, mais l'énorme champ de force qu'a déployé Grogu lorsqu'il a été placé sur ces ruines du Temple de la Force a probablement suscité l'attention d'au moins un Jedi, pas n'importe lequel. L'épisode 7 est probablement celui qui m'a le moins plu. Il donne le sentiment de remplir l'espace. Le seul intérêt de cet épisode est d'apprendre la localisation du croiseur impérial de Moff Gideon. Quelque chose qui a retenu mon attention également, c'est l'évocation de l'opération Cendre à Burning Corn, qui a fait énormément de victimes non seulement civiles, mais aussi parmi les alliés de l'Empire à l'époque. Maifeld, cet ancien tireur d'élite de l'Empire, faisait partie de l'opération Cendre et a vu beaucoup de ses camarades périr, en plus des civils, des femmes, des enfants, etc. L'absence d'empathie dans le regard du général qui évoque cette opération fait que Maifeld pète un câble et décide de la battre sur le champ. On voit à quel point l'idéologie martiale de l'ex-empire est présente et peut expliquer pourquoi autant de personnes ont pu se mettre sous sa coupe. Comme le dit le général, tout le monde croit vouloir être libre, alors qu'en réalité, la plupart réclament de l'ordre. L'ordre est central dans la conception institutionnelle, la conception du monde qu'ont la plupart des hauts gradés de l'Empire. Enfin, l'ultime épisode, l'épisode le plus marquant à énormément d'égards, ne serait-ce que sur le plan du grand spectacle. D'un côté, l'affrontement épique entre Mando et Moff Gideon, lance de Beskar contre le sabre noir, la percée de Bo-Katan, Cara Dune, Koska, Fennec, et bien évidemment le danger extrêmement palpable que posent les Dark Troopers. On le voit lorsque Mando peine énormément à en terrasser un seul. Je trouve que Peyton Reed a réalisé un travail particulièrement saisissant quant à la menace à venir que vont poser ces soldats robotiques automatiques quasiment parfaits. Un autre élément important est que le sabre noir que réussit à obtenir Mando suite à son affrontement avec Gideon est un élément essentiel de la mythologie mandalorienne. À savoir que le sabre noir permet de revendiquer le trône de Mandalore, mais il ne peut être obtenu que par la suite d'un combat légitime entre le propriétaire du sabre noir et celle ou celui qui le revendique. Vu que Mando a vaincu Gideon, c'est lui l'actuel propriétaire du sabre noir et non Bo-Katan. Forcément, on se doute que ça va créer quelques tensions par la suite. Et alors que tout semble perdu, tandis que les Dark Troopers martèlent violemment le sas qui abrite nos différentes héroïnes et héros, le Deus Ex Machina que personne n'avait vu venir, personne n'avait eu vent de l'implication de Mark Hamill dans le retour au premier plan de Luke Skywalker, et c'est magique. C'est tout simplement magique. Même en tant que non-fan du Star Wars Universe, j'ai été touché par ce passage. Voir des fans aux larmes en apprenant que le Jedi en question est Luke Skywalker, c'est formidable. Et que dire des adieux entre Din Djarin et Grogu. Personnellement, j'ai eu la larme à l'œil. Le fait de le voir retirer son casque, regarder son fils, lui dire « Je sais que tu n'en as pas envie, mais il faut partir, c'est pour ton bien, on se reverra, je te le garantis. »
De fait, à part un épisode 7 relativement maigre et quelques petites facilités scénaristiques, notamment par rapport aux Stormtroopers qui ne peuvent s'empêcher de viser à côté, temporiser dès qu'ils ont l'occasion de finir la tâche, c'est pas très grave. Notez que la réalisation bénéficie d'une nouvelle technologie de plateau numérique qui combine le moteur Unreal Engine avec tout un apparat d'écran LED disséminé autour du lieu de tournage. Ça permet notamment de simuler un décor particulièrement réaliste, notamment au niveau des effets de lumière et d'ombrage. On notera l'excellente bande originale de Ludwig Göransson. La musique est vraiment fantastique. Elle fait partie intégrante de la série et elle sublime de nombreux passages, tantôt d'action, tantôt d'émotion. Bravo, bravo. Au final, on réalise avec cette saison 2 que The Mandalorian apporte ce que voulaient voir les fans depuis très longtemps, à savoir un respect du Star Wars originel, doublé d'un renouveau narratif qui permet d'asseoir solidement le Star Wars Universe dans le 21e siècle. Cela, nous allons nous en rendre compte petit à petit avec l'apparition des futures séries Star Wars, le récit de Boba Fett qui est introduit à la fin. C'était d'ailleurs une surprise totale. Jon Favreau avait demandé à Disney d'occulter cette annonce lors de la présentation de tous les projets Disney à l'issue de la conférence des investisseurs. En parlant du récit de Boba Fett, je tenais à rendre hommage à son premier interprète, Jeremy Bulloch, qui est malheureusement décédé un jour avant le dernier épisode de cette saison 2. Ahsoka, le récit de Boba Fett, les Rangers de la Nouvelle République, Obi-Wan, autant de projets qui vont enfin crédibiliser, solidifier, étendre l'univers Star Wars parmi les anciennes générations et la nouvelle génération. Il me tarde d'ailleurs de voir comment Disney va se débrouiller pour faire le lien entre The Mandalorian et la dernière trilogie qui malheureusement a eu de nombreuses failles narratives qui font que beaucoup de fans n'ont pas hésité à l'occulter de leur esprit. J'imagine que le laboratoire de clones aura évidemment un lien avec les essais qui par la suite vont aboutir à la nouvelle émergence de Palpatine. Quid de Grogu, maintenant qu'on sait qu'il va être sous la houlette de Luke Skywalker, vu son importance scénaristique, il est évident qu'il va être un personnage fondamental par la suite. Et c'est à peu près tout. Nous aurons évidemment le droit à une saison 3 de The Mandalorian, mais selon les derniers échos, il s'avère que le récit de Boba Fett, qui est prévu pour décembre 2021, va être diffusé avant. The Mandalorian, qui était prévu lui aussi pour fin 2021, va être a priori reporté à l'année 2022. Il va falloir faire preuve de patience. Sur ces entrefaites, que la force soit avec vous. Ciao ciao.